y a un moment dans chaque opération, et je veux dire absolument chaque opération, où l'ennemi croit qu'il a toutes les cartes en main. Il a le nombre, il a la puissance de feu, il a l'élan. Et dans ce moment de confiance absolue, lorsqu'il est certain que la victoire lui appartient déjà, c'est précisément là que la chose la plus dangereuse au monde se produit. Quelqu'un, quelque part de l'autre côté, sait déjà tout. Et ce qui s'est passé le long de la frontière nord de l'Ukraine, entre février et avril de cette année, est l'un des exemples les plus dévastateurs de cette vérité que j'ai jamais étudiée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une bataille. C'est une leçon magistrale de renseignement, de patience, de tromperie, et de cette exécution disciplinée qui sépare les armées qui gagnent de celles qui saignent sur la route en se demandant ce qui vient de les frapper. Portez bien attention, parce que ce qui s'est déroulé dans la région de Soumy va vous apprendre quelque chose sur la guerre, sur le leadership et sur le prix de l'arrogance qu'aucune salle de classe ne pourrait jamais enseigner. Et je vous le promets, ce qui vient dans les prochaines minutes va changer fondamentalement votre façon de comprendre comment les guerres sont réellement gagnées. Laissez-moi vous planter le décor. La frontière nord de l'Ukraine, au début de 2025. Les forces russes exerçaient une pression lente et délibérée sur le front de Soumy depuis le début de l'année. Ce n'était pas une offensive spectaculaire, conçue pour faire les manchettes. C'était quelque chose de beaucoup plus calculé, et à bien des égards, de beaucoup plus dangereux. L'intention stratégique de la Russie était de forcer l'Ukraine à faire un choix douloureux, disperser ses forces sur un front plus large et affaiblir ses défenses là où cela compte le plus, dans le Donetsk, dans les Zaporizhzhia, ou tenir les lignes critiques et risquer de perdre du terrain dans le nord. C'est un dilemme militaire classique. Vous ne pouvez pas être fort partout. L'ennemi le sait, et les Russes pariaient lourdement sur le fait que l'Ukraine allait céder. Ils avaient tort. Mais voici ce que vous devez comprendre à propos de ce type de pression. Elle ne crée pas seulement des problèmes militaires, elle crée des problèmes psychologiques. Elle force les commandants à prendre des décisions sous contrainte, à affecter des ressources qu'ils n'ont pas, à prioriser des menaces qu'ils peuvent à peine mesurer. Et quand vous commencez à prendre des décisions à partir de la peur plutôt qu'à partir du renseignement, c'est là que les erreurs s'accumulent jusqu'à devenir une catastrophe. La Russie comptait exactement là, dessus. Et elle avait choisi un instrument très précis pour exécuter son plan. L'unité chargée de mener cette opération était les forces spéciales Akhmat, une formation tchétchène opérant dans une structure de commandement alignée sur Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie appuyé par le Kremlin. Maintenant, je vais être très précis sur un point, parce que le contexte compte énormément dans la guerre. Les combattants d'Akhmat ne sont pas une force monolithique. Ils sont un instrument militaire construit politiquement, façonné autant par la propagande et la loyauté envers Moscou que par une véritable doctrine de combat. Au cours de cette guerre, les forces ukrainiennes et franchement les analystes militaires en source ouverte, partout dans le monde, ont commencé à les appeler les soldats de TikTok. Ce surnom n'est pas sorti de nulle part. Il a été gagné par un modèle de comportement qui privilégiait la mise en scène de séquences médiatiques au détriment du combat réel, brutal, soutenu et de haute intensité qui définit la vraie guerre. Ils étaient meilleurs pour se filmer que pour se battre. Et pourtant, et c'est la partie qui compte, même une force mal entraînée de 200 soldats se déplaçant avec coordination et effet de surprise dans une région frontalière faiblement tenue représente une menace sérieuse. Ne faites pas l'erreur de sous-estimer un ennemi simplement parce qu'il a des faiblesses. Toutes les forces ont des faiblesses. La question est de savoir si votre ennemi a trouvé les vôtres avant que vous ayez trouvé les siennes. Dans ce cas-ci, l'Ukraine avait trouvé les leurs, toutes, et les commandants d'Akhmat n'en avaient aucune idée. Mais avant de vous expliquer comment ce renseignement a été recueilli et ce qu'il a déclenché, vous devez comprendre qui les attendait, parce que la force que l'Ukraine a déployée pour répondre à cette menace n'était pas conventionnelle. C'était personnel, c'était idéologique, et c'était absolument létal. Aux côtés de la 104e brigade de défense territoriale et des opérateurs du renseignement militaire ukrainien, il y avait une unité appelée le bataillon Sheikh Mansour. Et si vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant, vous devez maintenant vous en souvenir. Le bataillon Sheikh Mansour est composé de combattants de la République tchétchène d'Itchkérie, des hommes qui croient de toute leur force en une Tchétchénie indépendante, libérée de la domination russe. Ce ne sont pas des mercenaires,
Ce ne sont pas des soldats qui se battent pour un chèque de paix ou pour un drapeau qui n'est pas le leur. Ce sont des hommes qui ont quitté leur patrie, qui portent le poids de générations de répression, qui ont vu leur république être écrasée sous le talon de Moscou et qui ont pris une décision profondément courageuse, celle de prendre les armes et de se battre. Ils ont choisi le camp de l'Ukraine, non seulement parce que l'Ukraine était en guerre contre la Russie, mais parce que combattre la Russie sur le sol ukrainien était ce qui se rapprochait le plus pour eux d'un combat pour leur propre liberté. Et maintenant, sur le front de Soumy, le destin avait organisé quelque chose d'extraordinaire. Les chasseurs et les chassés avaient échangé leur rôle. Des forces spéciales tchétchènes, loyales à Kadyrov et servant les intérêts du Kremlin, s'apprêtaient à marcher directement dans une embuscade tendue, en partie par leurs propres compatriotes, des hommes qui avaient autrefois partagé une langue, une culture, une patrie, et qui se retrouvaient maintenant, de part et d'autre, d'une guerre sans pitié entre eux. Pensez au poids de cela un instant. Et pensez ensuite à ce que cela signifie d'affronter un ennemi qui ne veut pas seulement vous vaincre. Il veut libérer tout ce que vous représentez. Ce qui vient ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la façon dont le renseignement façonne le champ de bataille et sur la manière dont un seul acte de trahison peut faire dérailler une opération entière avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. J'ai passé des décennies à étudier les opérations de renseignement, je les ai planifiées, je les ai exécutées, et je me suis assis dans des pièces sombres à revoir celles qui avaient mal tourné. Et je peux vous dire sans hésitation que le coup de maître réalisé par l'Ukraine dans cette opération figure parmi les plus efficaces de toute cette guerre. Le renseignement militaire ukrainien s'est pas contenté de recueillir des informations sur l'unité Akhmat, il l'a pénétrée. Il a placé un dispositif d'écoute, un micro, à l'intérieur d'un quartier général russe. Laissez cela entrer. À l'intérieur d'une installation de commandement où des officiers supérieurs croyaient parler librement, croyaient que leur sécurité opérationnelle était solide, croyaient que les murs autour d'eux gardaient leur secret, l'Ukraine écoutait chaque mot, chaque plan, chaque ordre, chaque aveu de faiblesse. Et il y avait des faiblesses à entendre parce que le commandant d'Akhmat, Apti Alodinov, a été entendu dans ses enregistrements interceptés en train de faire quelque chose qu'aucun commandant doté d'un minimum de lucidité ne devrait jamais faire. Il admettait ouvertement à ses subordonnés que plusieurs de ses équipes d'artillerie et de ses opérateurs de chars n'avaient pas les compétences de combat de base. Après des années de guerre, après toutes les ressources que le Kremlin avait investies dans ses unités, après toute la propagande sur les guerriers tchétchènes d'élite, l'homme aux commandes, ces combattants ne pouvaient pas utiliser leur propre équipement avec assurance. Que son unité, celle sur laquelle la Russie comptait pour s'emparer de 15 localités ukrainiennes le long de la frontière de Soumy, n'était pas prête pour de vraies conditions de champ de bataille. L'Ukraine a tout entendu, a tout cartographié et a commencé à préparer une réponse dont l'unité Akhmat ne se relèverait jamais. Mais voici ce qui rend cette victoire du renseignement encore plus extraordinaire. Elle n'a pas seulement révélé la faiblesse de la force, elle a révélé tout le plan opérationnel, les itinéraires de déplacement, les zones de rassemblement, les échéanciers, les points de concentration. Les Ukrainiens ne savaient pas seulement que l'unité Akhmat arrivait, ils savaient exactement où elle allait, quand elle y serait, et à quel point elle serait vulnérable à chaque point du trajet. Il y a un principe auquel j'ai toujours cru, un principe qui a guidé chaque opération importante à laquelle j'ai participé. Le renseignement sans action n'est que de l'information. Ce qui sépare la victoire du simple souhait, c'est la volonté de prendre ce renseignement et de l'enfoncer dans l'ennemi avec une précision absolue et sans aucune hésitation. L'Ukraine a fait exactement cela, alors que l'unité Akhmat commençait son redéploiement, quittant ses positions de rassemblement vers la frontière, se préparant à ce que ses commandants croyaient être une prise rapide et coordonnée de territoire ukrainien. Les forces ukrainiennes étaient déjà en position, déjà en observation, déjà en attente. Le piège avait été tendu bien avant que l'ennemi ne commence à bouger, et dans la guerre, il n'y a pas de moment plus dangereux que celui où une force en mouvement réalise qu'elle est entrée dans quelque chose dont elle ne peut pas s'échapper. Ce moment de reconnaissance, lorsque la confusion se transforme en panique, lorsque les structures de commandement commencent à s'effondrer,
lorsque les soldats se tournent vers leurs officiers pour obtenir des réponses et ne trouvent que le silence. C'est le moment qui définit l'issue de tout l'engagement. Les combattants d'Akhmat qui se déplaçaient dans la région de Soumy étaient sur le point de vivre ce moment. Et ils allaient le vivre non pas une fois, mais à répétition, sans relâche, sans répit et sans recours. Ce qui a suivi n'était pas une bataille, c'était la destruction systématique et méthodique d'une force militaire qui avait déjà perdu avant même de savoir que le combat avait commencé, et les outils utilisés par l'Ukraine, la coordination qu'elle a démontrée, et la dimension psychologique de ce qu'elle a infligé à ses soldats en mouvement, voilà ce que je veux que vous compreniez complètement. Parce que c'est là que se trouve la vraie leçon. Laissez-moi vous expliquer l'exécution, parce que l'exécution est l'endroit où la doctrine rencontre la réalité, et la réalité n'a aucune patience pour les plans qui ne sont pas disciplinés jusque dans les moindres détails. Alors que les colonnes d'Akhmat commençaient leur mouvement, des véhicules chargés de combattants, d'équipements, de carburant et de matériel de communication, les drones FPV ukrainiens les suivaient déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, les drones FPV, ou drones à vue, à la première personne, représentent l'un des changements tactiques les plus importants de la guerre moderne. Petits, rapides, peu coûteux et d'une précision dévastatrice, ils ont changé le calcul du mouvement sur le champ de bataille d'une manière que les planificateurs militaires tentent encore de comprendre pleinement. Une colonne de véhicules sur une route en terrain ouvert, sans couverture de défense aérienne, n'est pas un atout militaire en route vers un objectif. C'est une cible, une longue cible, lente et linéaire. Et c'est exactement ce que l'unité Akhmat est devenue. Des colonnes de véhicules transportant des dizaines de combattants ont été frappées et détruites sur place. Pas une par une, ni deux par deux, mais systématiquement. Pendant que ces véhicules brûlaient, l'artillerie ukrainienne ciblait les groupes tchétchènes encore sur la route, encore en mouvement, complètement incapables de se disperser ou de se mettre à couvert parce que les frappes arrivaient plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. Les zones de rassemblement, ces endroits où les forces se regroupent avant une poussée offensive, ont été frappées. Des dépôts d'équipements ont été détruits. Des installations de stockage de carburant ont été ciblées avec une précision qui empêchait l'ennemi de soutenir son effort ou de battre en retraite. Les systèmes de communication ont été démantelés, coupant la capacité des commandants d'Akhmat à coordonner, à demander du soutien, à donner des ordres qui auraient pu empêcher la désintégration complète de leurs forces. Ce n'était pas un seul engagement, c'était une campagne de destruction soutenue, coordonnée et guidée par le renseignement qui s'est déroulée pendant toute la durée du redéploiement. Chaque fois que l'unité Akhmat tentait de bouger, l'Ukraine était là. Chaque fois qu'elle tentait de se concentrer, elle était frappée. Chaque fois qu'elle tentait de communiquer, le signal était coupé. L'ennemi avait été rendu aveugle, sourd et immobile, et il mourait par dizaines. Les chiffres qui émergent de cette opération sont renversants. Et je veux que vous y arrêtiez un instant, parce que les chiffres dans la guerre ne sont pas abstraits. Ils représentent des êtres humains. Ils représentent des décisions qui ont été prises et des décisions qui ne l'ont pas été. Ils représentent les conséquences de l'arrogance face au renseignement. Au moins 40 et un combattant d'Akhmat ont été tués, 4,27 ont été blessés, et plus de 100 soldats ont tout simplement disparu, introuvables dans le chaos et la destruction que l'Ukraine avait créé, avec une efficacité chirurgicale. Plus de 160 véhicules russes ont été détruits ou endommagés. D'importantes quantités d'équipements, de carburant, d'armes et d'infrastructures de communication ont été éliminées. Ce n'étaient pas des pertes au niveau d'une simple escarmouche. C'était des pertes catastrophiques, capables de mettre fin à une campagne pour une unité à laquelle on avait confié une mission stratégique précise et critique. La force Akhmat avait été chargée de s'emparer de 15 localités ukrainiennes. Elle n'en a pas pris une seule. Au lieu de cela, elle est devenue la formation tchétchène la plus lourdement dégradée depuis le lancement de l'invasion à grande échelle par la Russie. La mission n'avait pas seulement échoué, elle avait été retournée de l'intérieur et utilisée comme une arme contre la force même à laquelle la Russie avait confié son exécution. Et au centre de tout cela, invisible pour l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard, se trouvaient les agents du renseignement qui avaient placé ce micro, intercepté ces enregistrements et remis aux planificateurs militaires ukrainiens l'image complète dont ils avaient besoin pour rendre ce niveau de dévastation possible. Mais il y a une autre dimension à cette opération, une dimension qui va au-delà de la tactique et des chiffres.
Une couche supplémentaire qui parle de quelque chose de plus profond. Le coût humain de mener une guerre au nom d'un pouvoir qui ne partage ni vos valeurs, ni votre identité, ni votre avenir. Alors que la destruction de l'unité Akhmat se poursuivait, alors que la fumée s'élevait des véhicules en feu et que les morts gisaient sur des routes où ils n'avaient jamais imaginé mourir, le bataillon Shaikh Mansour, ces soldats tchétchènes qui combattaient pour la souveraineté ukrainienne et pour le rêve d'une Itchkérie indépendante, a commencé à faire quelque chose de remarquable. Ils se sont adressés directement aux soldats survivants d'Akhmat. Pas avec des insultes, pas avec des provocations de champ de bataille, mais avec quelque chose de plus troublant et de plus puissant que l'un ou l'autre. Ils leur ont parlé comme à des Tchétchènes. Ils les ont appelés par leur identité commune. Ils leur ont dit que cette guerre n'était pas la leur. Que mourir pour le Kremlin, pour Kadyrov, pour un arrangement politique qui avait écrasé leur propre peuple et qui ne les honorerait jamais, n'était pas une mort digne. Ils les ont exhortés à cesser de combattre, à se rendre, à choisir la vie, plutôt qu'une loyauté construite par la coercition et maintenue par la peur. Pensez à ce que cela signifie d'entendre votre propre langue, votre propre culture, votre propre histoire être utilisée contre la décision que vous avez prise de vous tenir du mauvais côté de l'histoire. Pensez au poids psychologique d'entendre des hommes qui vous ressemblent et qui parlent comme vous dire que vous avez été trahi par le leadership même qui vous a envoyé là. Certains de ces mots ont atteint leur cible et dans le chaos d'une opération en train de s'effondrer, avec plus d'une centaine de soldats disparus et sans autorité de commandement claire autour de laquelle se rallier, la question de ce que ces hommes disparus avaient choisi de devenir était une question à laquelle les planificateurs militaires russes n'avaient jamais prévu devoir répondre. Ce que vous avez vu dans cette première moitié d'histoire, c'est une anatomie opérationnelle complète de la pénétration du renseignement à l'exécution sur le champ de bataille, jusqu'à la guerre psychologique. Mais vous devez comprendre quelque chose, ce que je viens de décrire n'est que la surface. Parce que la question plus profonde, celle que chaque chef militaire, chaque stratège et chaque étudiant du conflit doit se poser, n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une force ennemie peut être entièrement cartographiée, surveillée et détruite avant même de tirer un seul coup? Qu'est-ce que cela signifie lorsque les combattants qui mènent cette destruction ne sont pas motivés seulement par des ordres, mais par l'identité, par l'histoire, par une cause qui dépasse cette guerre et touche à la définition même de ce qu'ils sont comme peuple? Et qu'est-ce que cela signifie pour la conduite plus large de ce conflit, lorsque la force supplétive la plus loyale et la plus visible de la Russie vient de subir sa pire défaite de toute l'invasion? Ces réponses arrivent, et elles vont vous forcer à repenser tout ce que vous croyez sur la direction que prend cette guerre et sur qui détient le véritable avantage dans la bataille pour l'avenir. Il y a une leçon que chaque commandant apprend, généralement à la dure, et c'est celle-ci. L'ennemi le plus dangereux que vous affronterez jamais n'est pas celui qui se tient de l'autre côté du champ de bataille avec une arme à la main. C'est celui qui est assis dans votre propre quartier général, qui écoute chaque mot que vous dites, qui cartographie chaque plan que vous faites, et qui transmet cette information à la force qui est déjà en train de se positionner pour vous détruire. La Russie a appris cette leçon dans la région de Soumy. Elle l'a apprise à un coup catastrophique, et la tragédie, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est que les signaux d'alarme étaient toujours là. L'arrogance qui a permis à un commandant de discuter ouvertement des lacunes de son unité, dans ce qu'il croyait être une installation sécurisée, n'est pas un échec isolé du jugement individuel. C'est un échec systémique de culture. C'est ce qui arrive lorsqu'une organisation valorise la loyauté plutôt que la compétence, lorsque les promotions reposent sur l'alignement politique plutôt que sur le mérite au combat, lorsque les personnes au sommet de la chaîne de commandement se soucient davantage de l'image de la guerre à la caméra que de la façon dont elle est réellement menée. L'unité Akhmat n'a pas seulement perdu une bataille à Soumy, elle a exposé toute la fondation pourrie sous l'instrument militaire le plus médiatisé et le plus poli du Kremlin. Je veux que vous réfléchissiez attentivement à ce que le commandant Apti Alodinov disait réellement dans ses enregistrements interceptés. Il ne parlait pas en code, il n'était pas subtil. Il disait, en langage clair, à ses subordonnés que, après des années de guerre à grande échelle, des années d'expérience de combat, des années d'allocation de ressources par Moscou, des années de vantardise publique de Kadyrov sur la nature élite de ses combattants, ces équipes d'artillerie ne pouvaient toujours pas utiliser leur
armes avec une compétence de base. Ces opérateurs de chars n'étaient pas prêts au combat. Les hommes chargés de s'emparer de 15 localités ukrainiennes le long d'une frontière activement contestée n'étaient pas prêts à le faire. Et pourtant, l'opération avançait, quand même. C'est pas une décision militaire, c'est une décision politique. Quelqu'un au-dessus d'Alodinov avait décidé que l'opération se poursuivrait, peu importe le niveau de préparation, parce que l'effet stratégique de l'expansion de la zone grise à Soumy comptait davantage que la réalité tactique de ce que son unité pouvait réellement exécuter. Cet écart entre ce que le leadership exige et ce que la force peut livrer, c'est là que les soldats meurent. Pas dans la gloire, pas dans le genre de sacrifice cinématographique qui remplit les vidéos de propagande. Ils meurent confus, déjoués et seuls sur une route où ils n'auraient jamais dû se trouver, détruits par un ennemi qui savait qu'ils arrivaient longtemps avant leur arrivée. Et si vous pensez que cette dynamique est propre à ce conflit, vous n'avez pas assez prêté attention à l'histoire militaire. J'ai vu cet écart de près. J'ai été dans des pièces où la pression d'exécuter l'emportait sur les preuves que l'exécution réussirait. Et les commandants que je respecte le plus, ceux qui ont bâti des cultures d'excellence véritables, étaient ceux qui refusaient de laisser l'élan politique écraser la réalité opérationnelle. C'étaient ceux qui disaient clairement et sans excuse qu'une force qui n'est pas prête à combattre n'est pas prête à être envoyée. Alodinov connaissait apparemment la vérité. Il l'a dit à voix haute, mais la machine au-dessus de lui avait déjà décidé. Alors l'unité Akhmat a bougé. Et l'Ukraine attendait. C'est pas seulement un échec militaire, c'est un échec de leadership au plus haut niveau. Et les hommes qui l'ont payé de leur vie méritaient mieux de la part de ceux qui les ont envoyés. Maintenant, laissez-moi vous amener à la dimension de cette opération qui, selon moi, pèse le plus lourd dans la trajectoire à long terme de cette guerre. Lorsque les combattants du bataillon Sheikh Mansour se sont adressés aux soldats survivants d'Akhmat pendant l'opération, lorsqu'ils leur ont parlé dans leur langue commune, qu'ils ont fait appel à leur identité commune et qu'ils les ont exhortés à abandonner un combat qui ne servait pas leur peuple, ils ne faisaient pas simplement des opérations psychologiques comme outil tactique. Il faisait quelque chose de beaucoup plus profond, il traçait une ligne dans l'histoire, il disait avec clarté et courage qu'il existe deux types de soldats tchétchènes dans cette guerre, ceux qui ont choisi de servir le pouvoir qui a réprimé leur patrie, et ceux qui ont choisi de se battre contre lui. Et il rendait cette distinction visible, non seulement pour les soldats ennemis devant eux, mais pour chaque combattant tchétchène qui observait de loin et se demandait où sa loyauté appartenait vraiment. Ce n'est pas rien. Dans les longs conflits, l'identité est une arme et l'Ukraine, par le déploiement du bataillon Sheikh Mansour, a manié cette arme avec une précision extraordinaire. Considérez ce que représentent plus de 100 soldats d'Akhmat portés disparus dans ce contexte. Dans le brouillard d'une opération en train de s'effondrer, avec des structures de commandement coupées, des véhicules en flammes et aucune voie de retraite claire, les soldats font des choix. Certains se rendent, certains se dispersent, certains disparaissent tout simplement dans un terrain qui n'offre aucune réponse. Mais chacun de ces hommes disparus représente une fracture dans le récit que Kadyrov et Moscou ont construit autour de la loyauté militaire tchétchène. Chacun est un fil tiré du tissu de l'histoire que le Kremlin a besoin que ses forces supplétives croient. Que combattre pour la Russie est honorable, que combattre pour Kadyrov, c'est combattre pour la Tchétchénie, qu'il n'y a pas d'alternative, pas d'avenir, pas d'identité en dehors de la soumission à l'autorité de Moscou. Le bataillon Sheikh Mansour, debout sur cette ligne de front, représentait la réfutation vivante, respirante et armée de ce récit. Et l'impact psychologique de cette réfutation qui se propage dans les rangs des combattants tchétchènes du côté russe est quelque chose qu'aucun missile ne peut livrer et qu'aucune frappe d'artillerie ne peut accomplir. C'est le genre de dommage qui s'accumule avec le temps, silencieusement et implacablement, d'une manière que les commandants de terrain ne peuvent jamais mesurer ou contrôler. Et ce qui vient ensuite nous dira à quoi ressemble réellement la victoire dans un conflit d'une telle complexité et d'une telle durée. Parce que voici la vérité que la plupart des analyses de cette opération manquent complètement. La destruction de l'unité Akhmat à Soumy n'était pas seulement un succès tactique, c'était un signal stratégique. L'Ukraine a démontré de la manière la plus claire possible qu'elle possède l'architecture du renseignement, la coordination opérationnelle et la sophistication psychologique
nécessaires pour démanteler une offensive russe importante avant qu'elle n'atteigne un seul de ses objectifs. Ce n'est pas une petite capacité à exposer au grand jour. Chaque commandant russe qui examine ce qui s'est passé à Soumy doit maintenant se poser une question à laquelle il n'existe aucune réponse confortable. Si l'Ukraine a pu faire cela à Akhmat, que sait-elle de mon unité? Qu'est-ce qui a été compromis? Où ma sécurité opérationnelle a-t-elle échoué? Ce genre de doute, semé simultanément à plusieurs niveaux de commandement, est corrosif. Il ralentit la prise de décision, il nourrit la suspicion entre les commandants et leurs états-majors, il fait en sorte que l'action offensive audacieuse ressemble à un pari plutôt qu'à un calcul. Et dans une guerre où l'avantage stratégique de la Russie dépend de sa capacité à maintenir la pression sur plusieurs fronts simultanément, l'introduction de ce doute est un multiplicateur de force pour l'Ukraine qui ne coûte rien et rapporte énormément. Je veux prendre un moment sur le rôle de la 104e brigade de défense territoriale, parce que les unités de défense territoriale reçoivent souvent beaucoup moins de crédit que ne le méritent leurs contributions opérationnelles. Ce ne sont pas les forces spéciales glamour, ce ne sont pas les unités qui font les manchettes. Ce sont les formations de colonnes vertébrales, celles qui tiennent le terrain, qui s'intègrent aux moyens du renseignement, qui fournissent la base structurelle sur laquelle des opérations plus dynamiques peuvent être construites. Le fait que la 104e coordonnait directement avec la direction du renseignement militaire de l'Ukraine et avec les éléments d'opération spéciale du bataillon Cheikh Mansour vous dit quelque chose d'essentiel sur la manière dont l'Ukraine a fait évoluer sa capacité de guerre. Ce n'était pas une réponse improvisée à la hâte, c'était une force délibérément intégrée, combinant la résilience territoriale, la précision des opérations spéciales et le ciblage guidé par le renseignement. Ce genre d'intégration ne se produit pas par accident. C'est le produit d'une doctrine, d'une confiance entre commandants, d'une compréhension commune de la mission qui transcende les frontières entre unités et les rivalités de branches. La Russie, par contraste, a envoyé une force construite politiquement, avec des équipes sous-entraînées et des communications compromises, dans un théâtre où l'Ukraine avait une connaissance complète de la situation. Le résultat n'était pas surprenant. Il était inévitable. Laissez-moi ramener cela au niveau qui compte le plus, parce qu'au bout du compte, les guerres ne sont pas gagnées seulement par des véhicules, des coordonnées et des signaux radio interceptés. Elles sont gagnées par des êtres humains qui comprennent pourquoi ils se battent et qui sont prêts à se battre pour cela avec tout ce qu'ils ont. Ce que le bataillon Cheikh Mansour représente dans ce conflit, c'est une catégorie de motivation qui ne peut être fabriquée par aucun gouvernement, achetée par aucun budget de défense, ni reproduite par aucun programme d'entraînement. C'est la motivation de gens qui ont déjà perdu quelque chose d'irremplaçable, qui portent le poids de cette perte dans chaque engagement et qui combattent avec la connaissance précise que l'ennemi devant eux est le même ennemi qui leur a pris ce qu'ils aimaient. Ce type de combattant n'abandonne pas lorsque les conditions deviennent difficiles. Il n'hésite pas lorsque le moment exige l'action. Il n'a pas besoin d'un discours, d'une cérémonie ou d'une directive politique pour se rappeler pourquoi la mission compte. Il le sait, il l'a toujours su. Et cette connaissance le rend extraordinaire sur le champ de bataille d'une manière qui s'amplifie avec le temps. L'erreur fondamentale de la Russie dans cette guerre, et c'est une erreur que cette opération à Soumy illustre avec une clarté dévastatrice, est de supposer que la puissance militaire est d'abord une fonction de masse. Plus de soldats, plus de véhicules, plus d'artillerie, plus de pression politique, plus de forces supplétives tirées de populations réprimées et dirigées par une autorité centralisée. Ce que l'Ukraine a démontré encore et encore, et jamais plus complètement que dans l'opération de Soumy, c'est que la puissance militaire dans un conflit moderne est d'abord une fonction du renseignement, de l'intégration, de l'identité et de la volonté. Vous pouvez envoyer 200 combattants vers un objectif frontalier, mais si votre ennemi connaît chaque détail de votre plan, a positionné des forces pour vous détruire à chaque phase de votre mouvement et à déployer des soldats dont l'histoire personnelle les rend incapables d'échouer, vous n'avez pas envoyé une force militaire, vous avez envoyé une cible. Et cette cible a maintenant été éliminée. Sa perte est cataloguée, son échec analysé, et sa leçon distribuée à chaque commandant des deux côtés de cette guerre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.